FM me dit « Bonjour Jean-Pierre ». Il y a un mec qui a dit qu'avec ma barbe, je ressemble à Jean-Pierre Coff, ça m'a fait beaucoup rire. Que penses-tu de la proposition de changement de règles sur le hors-jeu proposée par Arsène Wenger? Si cela passe, penses-tu que cela mette des années avant d'être appliqué? Pour le jeu, cela me semble très positif. Ton avis? Oui, ça me paraît être ça devient insupportable, ces buts refusés pour une demi-pointure, comme le but refusé à Vitinha pour ce hors-jeu de Sarr au premier poteau. Il y en a encore eu un, je me souviens plus où, mais il y en a encore eu un du même genre. Dans cette journée, il y en a tout le temps. Je me souviens de l'année dernière que Diallo avait égalisé contre Monaco lors de la première journée et que ça avait été refusé pareil pour un demi-centimètre. Oui, il est évident que si on dit que tout le corps de l'attaquant doit être hors jeu pour que ce soit signalé hors jeu, effectivement, après les 10 centimètres, ils seront dans l'autre sens. Mais au moins, ça permettra au football de retrouver presque en mieux cette notion d'être sur la même ligne, qui était une vraie règle du football et qui est aujourd'hui a totalement disparu aujourd'hui à cause de cette application bête et méchante du hors-jeu par la vidéo. Maintenant, effectivement, il faut que la FIFA se bouge un peu, mais bon, ça on le sait, c'est pas leur point fort de se bouger. Franck Pitoni me dit « Penses-tu que la commission a eu raison d'annuler le carton rouge de Thomasson face à Brest et doit-on s'attendre à la même décision pour le Messin Lo face à Marseille? Belle journée à toi et embrasse des chiens qui sont loin d'être malheureux, n'en déplaise au con. » Moi j'étais un petit peu étonné qu'on annule le carton rouge à Thomasson parce que la faute elle est quand même réelle. Elle vaut certes que jaune, mais la faute elle existe. Donc effectivement, là on crée une jurisprudence qui va être peut-être un petit peu compliquée à pérenniser dans le temps, parce que ça veut dire que maintenant tout contact va pouvoir être remis en cause. Mais bon voilà, je veux dire, en même temps, pour une fois que la commission de discipline retire quelque chose, on va pas se plaindre non plus. David Charpentier, bonjour Pierre, 2 questions. As-tu toujours des contacts avec Hervé Matou? Si oui, lesquels? Tu nous as informé d'une nouvelle mouture et de projets en cours concernant ton émission. Peux-tu nous en dire plus pour tes réflexions et les formes que cela prendrait? Alors, pour répondre à ta première question, j'ai envie de te dire, qui ça? Pour ta deuxième question, oui, évidemment, j'ai créé cette chaîne YouTube pour m'occuper et puis pour pas perdre le lien avec les gens qui m'apprécient en attendant mieux. Ce mieux, il n'arrive pas. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, de toute façon, je ne le souhaite pas non plus. Donc effectivement, maintenant, je songe à faire évoluer un petit peu ce Pierrot le foot. Comment? Certainement en postant un petit peu plus que juste pour les débriefs des matchs et face à Pierrot. Même si j'aime bien laisser ce face à Pierrot vivre 2-3 jours. Le but, c'est surtout de reprendre des interviews. Alors là, maintenant, je ne suis plus adossé à un groupe, donc j'ai effectivement pas les moyens de voyager, de louer du matériel, de louer un caméraman, de louer un monteur. Donc je vais essayer de faire comme les autres, c'est de faire des interviews à distance. Maintenant, le seul problème, c'est qu'il faut que je sois techniquement capable de faire ça. Et n'étant pas un Stradivarius du net, voilà, il faut que je me forme un petit peu, mais voilà, on va essayer de faire ça dans les semaines à venir. Probablement, on va essayer ça fin septembre. Fafou MBT me dit « Ça fait une dizaine d'années que le football se nivelle par le bas, les clubs forment des athlètes de haut niveau physique,
Les entraîneurs jouent pour ne pas perdre. N'as-tu pas peur de voir disparaître la magie du football, le jeu d'instinct, bref, le plaisir du spectateur? Perso, plus de 40 ans de football derrière moi, je n'éprouve que très rarement du plaisir à regarder un match. C'est un problème philosophique qui revient très régulièrement. Je pense aussi que le problème, c'est que avant du foot, on en voyait peu. Maintenant, on peut tout voir. J'en veux pour preuve mes dimanches qui commencent à 13h et qui finissent à 22h45. Et c'est vrai que se taper 4 matchs d'affilée, c'est long. C'est long et que au bout d'un moment, il y en a certains que tu regardes d'un œil, hein, il faut bien le reconnaître. Après, c'est sûr que le football, sur le plan physique, a beaucoup évolué. Et puis, c'est surtout que quand tu as un joueur qui sort de l'ordinaire, comme Neymar, il passe son temps à se faire matraquer par les bouchers du coin et à se faire tailler par la presse. Donc, c'est sûr que ça incite pas les futures générations à devenir des artistes. Ça, je dois bien le reconnaître. Thierry Carmouze me dit: que penses-tu de la décision de la VAR sur le but refusé à Rongier lors de Metz-OM? Il est refusé parce qu'il y a une faute au départ de l'action de Sarr, pour une faute qui effectivement peut être sifflée, mais si elle n'est pas sifflée, c'est la décision de l'arbitre de champ, qui en plus applique les consignes de la DNA, qui fait que le jeu doit être plus aéré et que on doit moins siffler. Et à l'arrivée, il y a but, donc ça prouve, je dirais, tout l'intérêt de pas lâcher le jeu, puisqu'à la fin de cette action, il y a but. Donc, et puis là, la VAR fait revenir l'arbitre en arrière, et je dirais fait revenir même l'arbitrage en arrière. Et voilà, et encore une fois, j'ai vu je sais plus comment il s'appelle, l'arbitre de Lille-Nantes, là, Caillouste. Voilà, il fausse pas le résultat, le pauvre garçon, hein, mais c'est pas bon ce qu'il fait, c'est pas bon. Il y a le même penalty sur Guessant à Lorient que celui sifflé contre Hakimi à Toulouse, et puis il y en a un où il y a penalty, là l'autre il y a pas. C'est ça qui va pas, c'est encore une fois ce manque d'uniformité. Abdoul Moumine me dit: le PSG ne manque-t-il pas d'un milieu très technique comme dépositaire du jeu et qui sait marquer les buts? Oui, en fait, tu me parles de Neymar. Là. Ils l'avaient, Neymar, ils en ont pas voulu, tant pis pour eux. Après, j'ai cru voir hier que le PSG ne souhaitait pas recruter de milieu. Alors, est-ce que c'est parce que Zahir Emery est aujourd'hui considéré comme un titulaire en puissante, comme Ugarte, et que le reste va se jouer entre là, mais bon, quand je vois que dans ce club, Ruiz et Soler participent au match à Toulouse, alors que Verratti, il est même pas en tribune, il est chez lui, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond, et qu'effectivement, tu peux avoir tous les meilleurs attaquants les plus rapides du monde, s'ils doivent en plus aller chercher le ballon eux-mêmes, et qu'on les met jamais en situation de décalage, ça va être compliqué. Mais bon, encore une fois, ce sont les décisions du club, je ne les partage pas, mais c'est comme ça. Gaëtan Petit me dit: bonjour Pierre, il se murmure que l'Arabie Saoudite revendiquerait une place en Ligue des Champions chaque année. Soyons francs, ça commence à bien faire. Ces pays se croient tout permis sous prétexte qu'ils ont de l'argent en quantité illimitée. Pour moi, ça tuera encore un peu plus le foot européen. Qu'en penses-tu? Je pense que si on laisse rentrer le loup saoudien dans la bergerie, alors là, c'est des joueurs de 20 ans qui vont partir là-bas, parce que les salaires proposés, personne ne pourra s'aligner en Europe, et que ça va tuer le football. Oui, ça, je suis bien d'accord, mais enfin bon, j'ose espérer qu'il y a un minimum de clairvoyance, puis quand on appelle une compétition la Coupe d'Europe, moindre des choses, c'est d'être dans un pays européen, même si je sais qu'il y a Israël dans les
compétition européenne, mais bon, ça c'est pour des raisons géopolitiques bien différentes. Dave Vince me dit, la sortie de Blanc sur le fait qu'il faudrait peut-être virer l'entraîneur en parlant de lui-même ne manque pas d'ironie. Est-ce à ton sens une manière osée de dire à son président qu'il a l'équipe qu'on lui a offert et que quel que soit l'entraîneur, les résultats seront les mêmes? Oui, je suis convaincu que c'est ce que pense Lolo. Comme je suis convaincu, même si ça fait un moment que je l'ai pas eu au téléphone, et je le connais quand même bien, comme je suis convaincu que tout ça l'insupporte au plus haut point. Voilà. Il attendait l'année dernière, après avoir plutôt quand même bien performé sur la deuxième partie de saison, il espérait des renforts pour faire progresser son équipe, il en a pas. Je pense qu'il n'y a rien d'extravagant dans l'équipe qu'il a alignée contre Montpellier. Après, c'est une succession de naufrages individuels qui vont de Rioux à Lacazette et Barcola, en passant par Cacré. Voilà, tous ces jours-là, ils sont censés être, recrutement ou pas, faire partie des cadres et des titulaires de cette équipe. Et que voilà, je pense qu'il y a une spirale moche dans cette équipe, je dirais même dans ce club. Le président là qui a été nommé, là, Gucci, il ferait mieux de vendre des sacs à main parce que on l'entend pas, on le voit pas, on sait pas ce qu'il fait, on sait pas ce qu'il pense, on sait pas ce qu'il dit. C'est consternant. Voilà. Maintenant, effectivement, je pense que Laurent a laissé ouverte la porte à un départ possible parce que je pense qu'il en a marre. Et en tout cas, on peut pas lui reprocher de ne pas dire ce qu'il pense, c'est déjà ça. Question plus axée sur ta profession par Nicolas Bénard. On a de plus en plus l'impression que les commentateurs de match se trouvent dans des cabines un peu trop loin de l'événement, voire même à plusieurs milliers de kilomètres. Le rendu n'est pas le même, rien ne vaut la proximité pour bien rendre compte de l'événement, à part le côté financier. Pourquoi cette dérive journalistique? Pareil, le Covid a donné de mauvaises habitudes. Pendant le Covid, je me rappelle que j'avais commenté sur Canal quelques matchs du championnat anglais de Paris. Et c'est vrai que c'est pas... Toi-même, t'es pas concentré de la même façon parce que, voilà, t'es sur un plateau, il y a des machins, il y a des techniciens qui passent, des gens qui parlent, et voilà, t'es pas focus sur ton match pareil. Après, j'ai trouvé assez sidérant que France Télé n'envoie pas des équipes de commentateurs sur place pour la Coupe du Monde féminine. L'excuse de l'hôtellerie étant évidemment totalement bidon puisque ils ont eu les droits plus d'un mois avant la compète, que la compète se passe dans des mois en plein hiver, donc il n'y a pas non plus une affluence hivernale monstrueuse en Australie et encore moins en Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est effectivement par souci d'économie, on n'allait pas se faire chier à envoyer 4 ou 5 personnes à l'autre bout du monde en business et dans des grands hôtels pour des matchs qui vont être commentés à 10h du matin ou à midi. C'est dommage parce que voilà, ça dénature la manière de commenter, ce qui n'a pas empêché Louis Nessib d'être remarquable et son acolyte. Je jetterai un voile poli sur la qualité de ses commentaires, sinon on va encore dire que je suis un dangereux sexiste. Voilà. Et portez-vous bien. Merci encore pour le grand succès de Face à Pierrot la semaine dernière. On a battu les records. Et on met un petit pouce, on s'abonne et Joey va aboyer. Hop là, vous voyez, vous l'avez vu passer là. Voilà. Allez, bisous, bye bye.